Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule financière. Alors avec 2025 qui est maintenant derrière nous, il nous fait plaisir de venir vous présenter notre analyse des faits saillants depuis notre dernière capsule du mois d'octobre et également vous partager la vue de notre comité de placement à l'aube de 2026. Alors sans plus tarder, débutons cette nouvelle capsule financière. Alors, on n'est pas surpris que l'incertitude a prédominé en 2025, l'incertitude géopolitique naturellement. On peut le voir là, depuis le premier terme de M. Trump, cette volatilité-là a beaucoup augmenté, même si on a eu un certain répit après que Trump ait viré son chapeau de bord par rapport aux tarifs initiaux. Ça demeure quand même qu'on est dans une volatilité qui est plus grande que d'habitude. Et on sait qu'en 2026, c'est reparti de plus belle avec ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, c'est ça qui fait que c'est un peu paradoxal de voir que pendant ce temps-là, on a des marchés boursiers qui atteignent des nouveaux sommets. Et c'est toujours bon de se rappeler que le marché boursier demeure un baromètre de l'économie. Les investisseurs essayent d'anticiper 6 à 9 mois d'avance, qu'est-ce qui s'en vient dans l'économie. Et on va voir un petit peu plus loin tantôt que c'est des choses ou des certains assouplissements qu'on a, entre autres les baisses de taux d'intérêt de 2025 qui auront certainement un impact positif qui s'en vient en 2026 et non pas dû à cette incertitude-là qui atteint quand même des sommets. Somme toute, on peut voir que dans la même année, on a connu un creux presque de 20 % au mois d'avril et on voit le rebond qui s'en est suivi. Si bien même que lorsqu'on regarde la journée du 9 avril, elle va passer un petit peu à l'histoire comme une des 10 meilleures journées des marchés boursiers quand M. Trump nous a dit « It's time to buy ». Alors, on voit que cette performance-là était quand même assez notable à ce moment-là. Et quand on se ramène un peu avec, je dirais, le bulletin des 50 dernières années, ce qu'on peut constater en regardant le rendement des marchés boursiers là, par année civile, premier constat, le marché augmente le 3/4 du temps. Donc, bonne nouvelle. Par contre, ce qu'on peut voir dans chacun des points rouges, c'est que en moyenne, les marchés vivent un recul annuel de 14 %. Donc, cette année, ça a été en 2025 un petit peu plus élevé. Ça demeure quand même que c'est des choses qu'on a déjà vues. Et c'est ce qui fait que quand les clients nous posent la question « Comment vous voyez les prochains mois? » Ça fait 3 années qu'on vit une performance boursière plus élevée que la moyenne. Est-ce qu'on va avoir une correction cette année? Bien, la réponse, c'est qu'en moyenne, on vit une correction de 10 % à peu près à chaque année. Donc, ce n'est pas quelque chose qui serait inhabituel. Si on veut regarder un peu les statistiques, quand on regarde depuis une centaine d'années les marchés haussiers et les marchés baissiers, là, quand on regarde le nombre de mois que ça va durer, on peut voir que les marchés baissiers, là, qui sont caractérisés par le sommet du marché et le moment qu'on atteint le creux, là, quand les marchés baissent de plus que 20 %, on voit que habituellement, ça dure à peu près 20 mois. Les 2 derniers ont été beaucoup plus courts. La COVID, ça a duré juste 1 mois. Là, on se souvient que ça a été très rapide. Les hausses de taux de 2022 qui avaient créé une baisse importante sur les marchés, ça a duré 9 mois, mais en moyenne, c'est 20 mois. Et quand à l'opposé, on regarde la longévité des marchés haussiers, là, qui suivent généralement ces bas-là, alors du creux au sommet, en moyenne, ça dure à peu près autour de 65 mois. Et actuellement, depuis le dernier creux, on a une longévité à peu près de 40 mois. Donc, l'idée, c'est de dire que pour l'instant, ce n'est pas à cause de la vieillesse du cycle actuel que ça devrait arrêter. Ce sera peut-être plus un événement politique ou géopolitique s'il arrive quelque chose là, au cours des prochains mois. Avec ça, bien, si on revient un petit peu et on regarde la performance, entre autres, pour commencer, du marché boursier américain. Alors, on voit que la bourse américaine a une performance de 16 % cette année et toujours avec l'objectif d'isoler l'influence du secteur technologique, là, quand on revient entre autres aux 7 titres magnifiques là, que vous connaissez en technologie, alors on peut voir que leur performance a été de 23 %. Donc, c'est encore une fois venu amener une performance plus élevée que l'ensemble du marché. On peut voir depuis 2021 en gris comment le marché boursier dans son ensemble s'est comporté et on voit en vert justement l'influence là, des 7 titres magnifiques. Donc, quand les marchés baissent, ça descend plus, mais là, on voit quand même un découplage. Donc, très bonne performance et surperformance de ce secteur-là, encore une fois. Et l'ensemble de tout ça fait que la surperformance du marché américain depuis, entre autres, la crise financière là, de 2008 a tellement donné de poids au marché américain sur la planète que quand on recule il y a 15 ans, on avait un marché boursier américain qui représentait à peu près 40 % de l'ensemble des possibilités d'investissement mondiaux, un peu comme l'Europe à l'époque et le Japon. Et on voit que
cette surperformance-là constamment nous a amené aujourd'hui à avoir à peu près une capitalisation du marché américain de plus de 60 %. Donc, c'est bon de suivre ça parce que des fois, on a une perception d'être bien diversifié, mais on sait qu'on se ramasse beaucoup dans le marché américain quand on achète, entre autres, là, des fonds négociés en bourse là, de l'ensemble des bourses mondiales. On voit également que ce qui a beaucoup aidé le marché américain, bien, ça a été justement la progression de ces 7 titres-là. Là, quand on y pense, là, ces 7 compagnies-là, les 7 magnifiques, représentent maintenant 20 % de toutes les compagnies cotées sur les bourses de toute la planète. Donc, quand on dit que c'est des géants, là, on en a une autre preuve. Et vous voyez également que le marché canadien, lui, bon an, mal an, représente environ 3 % de la capitalisation boursière mondiale. Donc, ça vient encore une fois justifier pourquoi on n'investit pas 100 % de votre argent au Canada. Bien, c'est parce qu'il y a juste 3 % des possibilités, d'où l'importance d'avoir une diversification aux États-Unis, en Europe, encore une fois en Asie, pour, encore une fois, atteindre nos objectifs d'avoir une bonne diversification. Si on revient plus près de chez nous, marché canadien, très bonne année, on parle de plus de 30 %. Le marché canadien bat à peu près le marché américain une fois sur 10. Ça a été le cas cette année. Et on peut voir que, par contre, la performance a été très concentrée. À peu près le tiers de la performance vient du secteur bancaire, que les banques ont eu une très bonne année 2025. L'autre tiers vient des orifères. Alors, on sait que l'or a une progression de presque 60 % en 2025 pour un secteur qui est beaucoup moins gros que les services financiers là, dans le marché canadien. Donc, cette croissance-là de l'or mérite qu'on s'y attarde un peu. Quand on revient dans notre quotidien, l'or sert à quoi? Bien, à 85 % la demande pour l'or, c'est l'utilisation des bijoux. Alors, c'est sûr que la consommation de bijoux n'a pas augmenté de 60 % cette année. Alors, comme vous vous en doutez, c'est que c'est les grandes banques centrales de la planète qui ont changé une partie de leurs réserves qui étaient en dollars américains pour se réfugier dans une valeur, justement, refuge qui est l'or. Si bien qu'actuellement, quand on regarde l'ensemble des réserves de ces banques centrales-là, on est rendu qu'à peu près 42 % qui se trouvent à être, dans le fond, des dollars américains, 26 % qui est dans l'or, le reste dans différentes devises. Et ça ne date pas juste depuis que Trump est là. Depuis les années 2000, depuis les 25 dernières années, on voit que le poids du dollar américain dans les banques centrales est passé de 60 % à 45 %, alors que l'or a pris la place, passant de 10 à 25. Donc, on pense que c'est une tendance qui pourrait se poursuivre encore. Maintenant, ça n'empêche pas que l'or a peut-être pris un petit peu de croissance un peu trop rapide. On est peut-être dû pour un recul. Mais encore une fois, si on est content dans vos portefeuilles d'avoir, entre autres, 3 titres orifères. Vous avez du Barrick Gold, on a du Franco-Nevada depuis longtemps et on a également du Wheaton. Et même dans votre portefeuille d'actifs réels, on a de l'or physique aussi qui nous aide à avoir une certaine police d'assurance pour les moments d'incertitude comme on vit. Donc, encore une fois, ça vient le justifier. Au niveau des taux d'intérêt, bien, 2025 a été une année de baisse de taux, au Canada particulièrement. Je vous rappelle qu'on avait commencé à descendre les taux parce que l'inflation était sous contrôle. Au Canada, on l'a même accéléré, cette baisse-là, avec la menace des tarifs. On avait des craintes pour l'économie. Aux États-Unis, on a amorcé la baisse, mais on s'est mis un peu en pause, justement parce qu'on voulait regarder ça allait être quoi l'impact des tarifs sur l'inflation aux États-Unis. On a recommencé récemment. Et quand on met la table pour 2026, bien, c'est sûr que ces baisses de taux-là qui ont eu lieu en 2025 vont venir accélérer l'économie ou avoir un impact positif en 2026. Donc, d'où peut-être la justification que les marchés se sont emballés un peu là, en anticipation de ça. Par contre, quand on regarde au niveau qu'on est actuellement, on estime, entre autres au Canada, qu'on a atteint pas mal le plancher, c'est-à-dire peut-être encore quelques baisses de taux, mais on est rendu à ce qu'on appelle des taux d'intérêt neutres, c'est-à-dire un taux d'intérêt qui n'aide pas l'économie et qui ne nuit pas à l'économie non plus. Du côté américain, il y a encore une marge de manœuvre, donc on ne sera pas surpris un peu plus tard cette année qu'il y ait d'autres baisses de taux. Les deux banques centrales vont nous parler la semaine prochaine, le 28 janvier. Les investisseurs estimaient à peu près entre 3 et 5 % de probabilité qu'il y ait des baisses de taux la semaine prochaine. Donc, pour moi, ça va être un petit peu plus tard là, durant les prochains trimestres. Pour toujours mettre la table pour 2026, alors on peut voir qu'un autre impact positif va être l'effet de la baisse du pétrole. Alors, on sait que c'était une des promesses de Trump là, dans sa campagne électorale. Donc, c'est sûr qu'il y a un intérêt politique aussi derrière ça. Et on voit aussi que les taux hypothécaires
aux États-Unis, là, une hypothèque 30 ans aux États-Unis passait à peu près de 7 à 6 %. Ça augmente encore une fois un peu plus là, la capacité des gens à soit devenir propriétaires ou à renouveler à des meilleurs taux. Donc, ça, c'est des choses, encore une fois, qui sont positives, positives pour 2026. N'oublions pas que le fameux One Big Beautiful Bill, alors on est dans les 3 prochaines années, on a reconduit des baisses d'impôts du premier mandat de Trump, on fait de l'investissement en infrastructure, dans différentes choses. Donc, on a un gouvernement qui est quand même très interventionniste. Et ça, lui seul, vient donner presque la moitié de la croissance économique auquel on s'attend d'avoir pour l'année prochaine. Donc, ça, c'est, encore une fois, c'est du gaz là, qui s'en vient dans l'économie dont les investisseurs ont déjà pris compte. On sait que c'est bon à court terme. À moyen terme, on crée des déficits budgétaires plus importants et c'est là qu'on va voir comment les marchés vont réagir. On a un fait saillant de 2026 certainement qui va être le remplacement de M. Powell, c'est le 15 mai. Alors, il va laisser sa place. On sait que Trump essaye de politiser une institution qui visait justement d'être apolitique. Les investisseurs vont certainement être un peu plus nerveux. On commençait déjà à se manifester quand vous regardez le taux d'intérêt des obligations américaines à long terme. Alors, il est passé à peu près de 4 à 5 %. Donc, le message, c'est que si, comme organisation, vous n'êtes plus les chiens de garde de l'inflation en maintenant des taux d'intérêt plus bas que ce qu'il faut, alors nous, on pense que vous allez devoir compenser ça dans les prochaines années éventuellement parce que l'inflation va revenir en augmentant les taux et donc on le prévoit d'avance en vous exigeant un rendement plus élevé en vous prêtant de l'argent à long terme. C'est un peu ça le message. Alors, ça va être à surveiller et on sait que l'administration de Trump surveille beaucoup, oui, le marché boursier, mais surtout le marché obligataire. Encore une fois, ça va être des choses qui s'en viennent et qu'on va regarder de près. Tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle, alors encore une fois, ce qui va se passer dans ce secteur-là va avoir une grande influence. On l'a vu dans les dernières années, ça a été quand même assez dominant. Et vous pouvez voir ici quelques statistiques sur différentes nouvelles technologies qui ont sorti au cours des dernières années. Puis, ce qu'on essaie de faire comme comparaison, c'est comment que ça prend le temps pour avoir à peu près 100 millions d'utilisateurs dans une nouvelle technologie. Puis la conclusion, c'est qu'entre autres, quand l'avenue de l'Internet a débuté, ça a pris à peu près 7 ans avant qu'on se ramasse avec 100 millions d'utilisateurs. Pour Facebook, 54 mois. ChatGPT, 2 mois. Alors, on voit tout l'engouement qui est autour de ça, l'adhésion très, très rapide. Et c'est ce qui fait qu'il y a des joueurs qui, justement, c'est une course à qui va réussir à bâtir le plus d'infrastructures pour bénéficier de tout ça. Les compagnies américaines là, qui sont dans ça, on les appelle en anglais les hyperscalers, là, donc ceux qui bâtissent l'infrastructure, les centres de données, tous les serveurs et tout ça. Vous pouvez voir que, premier constat, les profits de ces compagnies-là ont fortement augmenté. Donc, ça vient justifier en partie pourquoi le secteur, au niveau des marchés boursiers, a bien fait. La question qui vient, par contre, c'est, je comprends que vous faites des profits, mais comment vous dépensez en capital pour justement faire cette profitabilité-là? Et ça aussi, ça a beaucoup explosé. Et à la fin de la journée, ce qu'il faut regarder, c'est profit moins dépenses. Donc, c'est quoi le cash qui est généré par ces entreprises-là? Et là, on a un peu des surprises parce qu'on se rend compte, par exemple, qu'une compagnie comme Meta, actuellement, dépense presque tous ses profits en investissement. Même chose pour Oracle. Oracle, c'est même pire. Oracle, actuellement, réinvestit pas juste ses profits, mais emprunte pour bâtir des centres de données. Il faut que ça aille bien. Par contre, quand vous regardez les 3 qui sont dans votre portefeuille, qu'on aime, Google, Microsoft et Amazon, c'est des compagnies qui réinvestissent, mais une portion de leur profitabilité, non pas 100 %. Donc, encore une fois, ça peut être des titres qui sont un peu plus gagnants que leur secteur, là, dépendant de ce qui va se passer au cours des prochains mois. Le comparable, on est porté à beaucoup se comparer avec ce qui s'est passé au niveau de la bulle technologique là, des années 2000. Rappelons-nous Nortel, qui même représentait à ce moment-là 33 % du marché boursier canadien, avec la baisse qui s'en est suivie. Donc, quand on fait la comparaison, c'est quand même bon de voir que, oui, le marché américain est dispendieux, mais beaucoup moins que ce qui était à l'époque. À l'époque, ces compagnies-là étaient beaucoup des compagnies en devenir, ne faisaient pas encore d'argent, alors qu'actuellement, les compagnies qui sont dans le secteur
font des bénéfices. Et par contre, encore une fois, comme je le disais tantôt, il ne faut pas que tu en dépenses plus que ce qui en rentre. Et c'est un peu ce qu'on va pouvoir comparer comme discipline de chacune de ces entreprises-là là, au cours des prochains trimestres. En conclusion, avec les bonnes performances, est-ce que les marchés boursiers sont chers? Eh bien, sont dans un niveau assez élevé en termes d'évaluation. On voit le marché canadien à 17 fois les profits. Habituellement, on paye autour de 15 fois les profits. Alors, c'est sûr que quand on voit les taux d'intérêt qui baissent, ça justifie d'avoir des multiples un peu plus élevés, mais les orifères, entre autres, ont quand même influencé ça. Marché américain, on est nettement à 22 fois les profits en haut des moyennes. Encore une fois, c'est pas de sortir ou d'éviter le marché américain, mais plus de faire attention au secteur d'activité dans lequel on veut être sur ou sous-pondéré. Et finalement, on juge que la meilleure relation risque-rendement actuellement, on la retrouve en Europe, marchés internationaux, l'Europe, le Japon a des belles perspectives également, à 16 fois les profits. Donc, on est capable de trouver des bonnes opportunités à ce moment-là, sans avoir les riches évaluations là, de certaines autres géographies. Alors, voilà pour un peu la capsule financière aujourd'hui, en espérant qu'elle vous ait plu. Si vous avez des questions, ça nous fait toujours plaisir. N'hésitez pas à nous contacter. Merci et bonne fin de journée.